C'est vrai que le fait d'accéder aux études supérieures, c'est déjà un marqueur de privilège. Au final, on a plus de chances d'accéder aux études supérieures si nos parents eux-mêmes ont fait des études supérieures et ont un certain niveau socio-économique. Les étudiants et étudiantes de nationalité d'un pays d'Afrique subsaharienne sont 33% à être en situation de privation matérielle sévère. Et à titre de comparaison, c'est 3,4% des Belges. Donc ils sont 10 fois plus susceptibles que les Belges d'être en situation de privation matérielle sévère. En fait, la moitié des étudiants qui bénéficient d'une aide sociale sont en situation de difficultés financières importantes. Paradoxalement, ça veut dire que l'aide sociale n'est pas suffisante pour les sortir de la précarité. On adore mettre en avant des success stories de gens qui viennent de milieux très pauvres, mais qui malgré tout ont réussi et se sont sortis de ces difficultés en travaillant dur, grâce à leur travail. Et on adore valoriser ça, alors qu'en fait, ce sont des exceptions. Alors Juliette, merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Je te présente rapidement. Donc, tu es chargée de projet à l'Observatoire de la vie étudiante, à l'ULB. C'est un organisme qui a pour but de produire des informations, des statistiques sur la condition étudiante. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Alors, tu es autrice d'une enquête sur les ressources économiques des étudiants, qui a été publiée récemment. C'est pour ça que je t'interroge aujourd'hui. Alors, par transparence, il faut dire que j'ai participé au premier volet de l'enquête. Donc là, c'est le deuxième volet. Et donc, je vais sans doute interagir un peu plus que les autres vidéos, parce que voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, que je connais. Alors, pour les gens qui nous regardent, les rapports sont accessibles en ligne, on mettra les liens. Comme ça, il y a sans doute des détails qu'on ne dira pas. Ils pourront aller voir dans les rapports. Donc, rentrons dans le vif du sujet. C'est un rapport sur les ressources économiques des étudiants. Ça fait écho au discours qu'on entend beaucoup en ce moment sur la précarité étudiante. Donc c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias, notamment à l'université. Alors j'aimerais tout de suite souligner un certain paradoxe, quelque chose que tu dis aussi dans le rapport. Tu montres que les étudiants universitaires restent privilégiés. Donc il y a un certain paradoxe à parler de précarité étudiante, alors que le public général de l'université reste privilégié. Est-ce que tu peux un peu développer ce point ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le fait d'accéder aux études supérieures, c'est déjà un marqueur de privilège. Au final, on a plus de chances d'accéder aux études supérieures si nos parents eux-mêmes ont fait des études supérieures et ont un certain niveau socio-économique. Donc c'est vrai qu'à l'université, on a tendance à avoir des étudiants, des jeunes, plus privilégiés que dans la population générale des jeunes à Bruxelles, par exemple. Je crois qu'ils ont à peu près 2 à 3 fois plus de chances d'avoir des parents diplômés du supérieur que dans la population générale. Donc effectivement, on a un bassin d'étudiants qui est plutôt privilégié. Ça n'enlèverait en fait qu'il y a des étudiants qui sont en difficulté et donc ça dénote particulièrement par rapport au reste des étudiants. Donc tu dis, ça n'empêche qu'il y a des étudiants qui ont des difficultés. À mon sens, on peut voir, il y a 2 dimensions de ces difficultés. Il y a le fait, premièrement, que l'âge des études, c'est un âge un peu intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Et il n'y a pas vraiment de dispositif collectif pour financer cette période de la vie. Et donc, c'est du ressort des familles de financer cette période-là. Et voilà, c'est un âge de l'autonomisation des enfants qui deviennent des adultes. Et forcément, ça coûte cher. Donc ça me semble un élément intéressant. Et alors, il y a aussi une dimension des inégalités. Donc tu disais, voilà, tous les étudiants ne sont pas logés à la même enseigne. Ça n'empêche quand même des étudiants qui ont des difficultés. Et en effet, oui, on peut voir que l'université se massifie, donc le public se diversifie. Donc on n'est pas à l'université du 19e siècle où il y avait que l'élite bourgeoise masculine qui avait accès à l'université. On est dans une situation où on a quand même un public très large qui accède à l'université, et y compris des gens qui n'auraient pas eu accès il y a encore quelques dizaines d'années.
Et donc, tu montres aussi dans le rapport que les familles plus pauvres ont plus de mal à offrir des bonnes conditions à leurs enfants pendant les études. Comment est-ce que ça se manifeste ? Alors, tu as mentionné quelque chose d'intéressant au début. Tu disais que les études étaient financées par les familles, et je pense que c'est un bon point de départ. C'est vrai qu'en Belgique, on est dans un système de financement des études qu'on dit familialiste. Donc, et c'est le cas dans beaucoup de pays européens, mais c'est pas le cas partout. Donc, c'est-à-dire que le présupposé de base, c'est que ce sont les familles qui financent les études de leurs enfants. Et donc, ce coût repose sur elles. Et donc, c'est en fonction, notamment, c'est pour ça que c'est en fonction du niveau économique des familles qu'on attribue éventuellement des aides sociales. C'est parce que le présupposé de base, c'est ça. Or, s'il y a des inégalités entre les familles, alors ça se répercute sur les étudiants. Et donc, c'est pour ça qu'on est face à des étudiants qui n'ont pas les mêmes conditions d'études, pas les mêmes conditions de vie, et qu'il y a des inégalités structurelles entre elles et eux. À titre de comparaison, on peut penser à certains pays comme la Suède, où il y a un salaire étudiant. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas si c'est suffisant pour étudier, mais le fait est que tous les étudiants, sans avoir à justifier de leur situation socio-économique, peuvent bénéficier de ce salaire-là, qui est aux alentours de 1 000 € par mois, je crois. Et donc, forcément, ça nivelle un petit peu. Je suis certaine qu'il y a quand même des inégalités, mais ça nivelle un petit peu, puis on n'a pas besoin de prouver qu'on est dans une situation précaire pour l'obtenir. Donc, forcément, c'est un petit peu différent. Et donc, oui, il y a des inégalités entre les familles. Si les familles ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants, potentiellement, ils peuvent ne pas faire d'études. Ils peuvent aller directement sur le marché du travail, si c'est possible. Parce que faire des études, ça représente un coût énorme. Parce que étudier, le travail, le métier d'étudiant implique beaucoup de temps. Et donc, l'impossibilité de travailler à plein temps et donc de subvenir soi-même à ses besoins. Et donc, forcément, on doit trouver un moyen de vivre, de payer son loyer, de payer... Si on a un loyer à payer, c'est encore une autre dimension. Et d'ailleurs, tu mentionnes aussi ça, l'Observatoire de la vie étudiante en France parle d'avancées dans le cycle de vie pour décrire ce phénomène particulier. C'est-à-dire que contrairement à des jeunes qui ne font peut-être pas d'études ou de formation, on passe directement de l'enfance à, je caricature un peu, mais on peut passer directement de l'enfance à une entrée dans le monde professionnel et une autonomisation du point de vue du logement, etc. Ici, on a une période charnière qui est... et d'ailleurs, c'est très difficile de comparer les étudiants et les étudiantes entre elles et eux pour cette raison, parce que certains étudiants vivent chez leurs parents, d'autres ont quitté le domicile familial. C'est possible de quitter le domicile familial quand les parents vivent à Bruxelles. Donc là, on en parlera certainement plus tard, mais ça crée encore une autre série d'inégalités entre les étudiants qui ont cette possibilité et celles et ceux qui ne l'ont pas. Sachant qu'on peut avoir cette possibilité plus facilement si les parents ont de l'argent. Enfin bon, c'est très complexe, mais voilà. Et donc cette période d'autonomisation, dans le cadre des études, c'est complexe parce qu'on quitte le domicile familial éventuellement, on doit pouvoir subvenir à ses besoins. Donc si les familles peuvent aider, alors elles aident, mais je crois que même chez les étudiants les plus privilégiés, la moyenne de mémoire, c'est 480 € par mois pour les plus privilégiés, comme apports familiaux. Et les plus précaires, je crois que c'est un peu moins de 200. Donc ça suffit pas, en fait, dans la vie actuelle pour payer un loyer, payer son alimentation, payer tous les frais inhérents à la vie en autonomie. Donc voilà, ça représente un énorme coût. Et donc, si les familles peuvent aider, c'est bien. Ensuite, il y a éventuellement les aides sociales. Ensuite, il y a éventuellement le travail salarié. Donc, il y a tout un ensemble de couches, de choses qui s'additionnent et qui font que ça peut être très complexe d'un point de vue économique. Et si les familles ne peuvent pas aider suffisamment, alors on se doute bien qu'on peut être dans des situations vraiment très complexes, économiquement parlant. Alors, on abordera la question des aides sociales et du travail salarié après. Mais on peut un peu s'arrêter sur ce que tu dis, parce que il y a quand même un certain paradoxe, je trouve, je veux dire, le fait que des gens fassent des études est nécessaire dans une société. Enfin, je veux dire, si on veut avoir certains types de professions qui ont besoin d'apprendre des qualifications. Pourtant, c'est du ressort des individus, enfin des familles, de financer l'acquisition de compétences qui seront en fait au bénéfice de toute la société. Donc, on est quand même dans une tension un petit peu particulière. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. C'est vrai que c'est particulier d'estimer que ce sont aux familles de financer, on va dire, le capital intellectuel dont on a besoin pour se développer. Qui est un investissement collectif, on pourrait dire. Qui est un investissement collectif. Et d'ailleurs, c'est très particulier, je trouve, de penser à ça quand on... Enfin bref, oui, c'est très compliqué.
de faire reposer ce coût-là sur les familles. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est rarement questionné. Ça va de soi. C'est considéré comme c'est un acquis, quoi. Donc, oui, effectivement, c'est particulier. Et oui, il y a même un truc... Allez, il y a une sorte d'idée comme ça qu'on questionne pas. C'est normal pendant la vie étudiante de mal manger, de vivre dans un appart un peu pourri. Donc ça a été vraiment normalisé, ce truc. Mais en fait, ça pose finalement, enfin, in fine, la question que c'est pas pris en charge collectivement. Je me rappelle, j'avais lu un truc sur, je sais plus quel pays nordique c'était, où justement il y a un financement structurel plus important de la vie étudiante, et les étudiants, par exemple, pensent beaucoup plus vite à... Bon, je dis peut-être des bêtises parce que je suis pas expert des pays nordiques, mais ils étaient beaucoup plus vite enclins à vouloir acheter un appartement, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une entrée plus rapide dans la vie adulte, j'ai l'impression, là où vous savez qu'ici, il y a une sorte de tolérance de cette période où on vit pas super bien, mais c'est normal, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est assez marquant, en fait, d'entendre des réactions à la fois dans le monde professionnel dans lequel j'évolue ou de ce qu'on entend du monde politique. Et c'est vrai que parfois, c'est considéré comme très banal, en fait. C'est OK, c'est acceptable que des étudiants vivent dans une situation très précaire, alors qu'en fait, on capitalise sur leur travail pour développer le pays. C'est une stratégie économique de développement. C'est pas pour rien, sinon on permettrait pas en fait à autant d'étudiants d'étudier. Et finalement, on accepte quand même qu'ils soient dans des situations très complexes qui, on va le voir plus tard certainement, ont tout un tas de conséquences matérielles, économiques et même en termes de santé mentale, à tout un tas de niveaux. Et c'est vrai que c'est considéré comme acceptable et c'est l'argument qui est mobilisé généralement pour leur dire oh, c'est normal. Enfin, je veux dire, arrêtez de vous plaindre, c'est normal. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Et en même temps, je dirais pour nuancer ça, même si c'est très important, je crois que c'est aussi important de rappeler que ce moment de pénibilité, qui peut être très important, si le diplôme est obtenu, si donc les études sont un succès, il est quand même circonscrit au moment des études. Et ensuite, si les études sont efficace, alors, a priori, on sort de cette situation de difficulté économique, ce qui, par rapport aux autres jeunes qui n'ont pas pu accéder aux études, peut être un peu différent aussi. On est dans une précarité qui s'éternise, alors que là, on est dans une précarité sur laquelle on capitalise pour éventuellement accéder à un niveau de vie plus élevé. Et donc, ce qui est marquant, c'est que, en fait, pour tous les étudiants, passer de l'enfance à cet âge intermédiaire d'étudiants, on a quand même dans un recul de niveau de vie pour après, très certainement, retrouver un niveau de vie élevé. Mais du coup, étant donné que tout le monde n'est pas égal face à ces contraintes, on a simplement des étudiants qui vivent très mal, les étudiants d'origine les plus défavorisés, et d'autres qui n'ont simplement pas accès. Parce qu'en effet, comme tu disais, ça demande du temps qui doit être financé. Ça coûte de l'argent, in fine. Notamment s'il faut payer un logement. Là, ça peut être un frein très important. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que tu as investigué, c'est les conditions de logement selon l'origine sociale. C'est là, on voit bien déjà une vraie inégalité qui se crée. Est-ce que tu peux un peu dire ce que tu trouves à ce sujet ? Alors là, on est vraiment sur un aspect vraiment très matériel de la vie étudiante. Alors déjà, tous les étudiants ne vivent pas dans un logement séparé de celui de leurs parents. Les seuls qui ont la possibilité de vivre chez leurs parents, je pense que c'est une bonne introduction pour répondre à cette question, c'est ceux dont les parents vivent à Bruxelles. Faut-il encore que leur logement ait suffisamment de place, que les parents puissent... Parce que parfois, les parents ont besoin de laisser la place à des frères et sœurs, etc. Enfin bon, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et donc, beaucoup d'étudiants, mettons que leurs parents vivent... s'ils étudient à l'ULB, pour parler de cette enquête, si les étudiants étudient à l'ULB, si leurs parents sont à Mons ou à Namur, alors ils sont obligés de louer un logement. Si leurs parents sont étrangers, a fortiori si eux-mêmes sont étrangers, ils sont obligés de louer un logement. Donc déjà, ça crée vraiment une grande différence en termes de situation de vie entre les étudiants et étudiantes qui peuvent rester chez leurs parents et ceux qui ne peuvent pas. On voit très clairement dans les données que vivre au domicile des parents, ça protège dans une certaine mesure des effets les plus terribles de la précarité. Même si les familles sont précaires, en disant que les choses sont relativement contenues. Il y a quand même des difficultés quand on vient d'une famille précaire, mais voilà. Donc déjà, il y a ça. Et donc, pour ceux qui doivent louer un logement, celles et ceux qui sont le plus en difficulté du point de vue financier,
ont souvent des logements de moins bonne qualité, donc plus bruyants, plus petits. Ils sont aussi plus susceptibles de partager une chambre, parce qu'en fait, ça c'était assez surprenant, donc ceux qui vivent encore au domicile des parents, les plus précaires, sont plus susceptibles de partager une chambre avec des frères et sœurs, parce que les logements sont plus petits. Mais pour ceux qui ont quitté le domicile familial, même si c'est dans des moindres proportions, heureusement, ils sont aussi un peu plus susceptibles de devoir partager une chambre avec un ou une colocataire, particulièrement s'ils sont étrangers, particulièrement s'ils sont non européens. Et donc ça, c'est quand même assez marquant. On ne se doute pas que des étudiants doivent même partager une chambre. C'est une proportion, bien sûr, une petite proportion, mais c'est quand même pas négligeable, il faut le mentionner. Les logements peuvent être plus éloignés du lieu d'études aussi, donc ça implique plus de temps dans les transports, éventuellement plus de dépenses dans les transports. Donc toutes ces choses-là, en fait, se cumulent et font que les conditions de vie, quand on est plus précaire et que le logement est d'une qualité moindre, sont moins propices aux études, sont moins propices à la réussite, sont moins propices au bien-être. Je parle de bien-être parce que disons que c'est un des fers de lance des politiques sociales actuelles pour les étudiants et de manière générale. Le bien-être est très fortement affecté. Et donc, quand on est dans une situation comme celle-là, ça paraît difficile de réussir ses études, ou en tout cas d'être dans les meilleures conditions pour étudier efficacement. Mais c'est ça. Quand on étudie, on a besoin de calme, on a besoin d'un endroit où on révise, on a besoin d'un endroit où on rédige ses travaux. Et d'ailleurs, on le voyait pendant le confinement, la première édition de l'enquête en 2021. Alors, c'était entre deux confinements, mais on voyait bien au moment où étudier à domicile était particulièrement important parce qu'on avait des cours en ligne, on devait être beaucoup chez soi. Pour celles et ceux qui devaient partager une chambre ou qui étaient dans des logements plus exigus, dans lesquels il y avait peu d'espace pour télétravailler ou pour travailler à distance, on voyait bien que ceux qui étaient les plus précaires étaient beaucoup plus affectés que les autres par ça. Donc, et ça montrait d'ailleurs qu'en situation de crise, en situation de tension, les plus précaires sont plus affectés que les autres, à tous les niveaux, et c'est pas seulement celui-ci. Donc ils sont moins à même de rebondir face à une sorte de choc imprévu. Ah oui, tout à fait. Et ça, les données le montrent très clairement, du point de vue du logement, mais aussi à d'autres niveaux. Alors, tu as dit un truc qui est marquant, c'est qu'on s'imagine qu'en tant qu'étudiant adulte, quand on prend un logement pour soi, on a sa chambre. Et donc là, tu vois qu'il y a des gens qui partagent encore leur chambre. Mmh. Oui. Avec leurs colocataires. Donc Ouais. c'est quand même une situation qu'on n'imagine pas vraiment. Alors, heureusement, c'est quand même une petite proportion, mais oui, c'est plus marquant. Et ce que je trouve particulièrement marquant, c'est que ça ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est principalement les étudiants étrangers non européens qui sont dans cette situation, ou d'autres étudiants très précaires. Mais c'est évidemment pas des étudiantes qui viennent de milieux favorisés. Donc ouais, c'est des gens qui ont vraiment très peu de moyens et qui donc sont obligés de vivre dans des conditions que pas grand monde accepterait, quoi. Pas que personne n'accepterait volontairement, en tout cas. Oui. Que personne n'accepterait, à moins de ne pas avoir le choix et d'avoir vraiment très, très, très envie de faire des études, parce qu'on sait ce que ça pourrait éventuellement nous apporter. Mmh. On va aborder la question des étudiants étrangers après. Donc là, on a abordé la question des inégalités, on va dire, de moyens. Ce que tu mets aussi en lumière dans le rapport, et qui est assez marquant, c'est qu'il y a une dimension ethnique dans les inégalités. Donc là, tu as identifié les Belges d'origine étrangère, donc tu as regardé l'origine de leurs parents. Donc tu as séparé l'analyse des étudiants étrangers qui sont quand même dans une situation assez particulière, on va le voir après. Et donc tu as vu qu'il y avait une dimension ethnique dans les inégalités pour les étudiants belges, mais dont les parents viendraient d'un autre pays. Oui. Alors, c'est moins marqué qu'avec la nationalité, heureusement, mais c'est vrai que... Alors, en fait, au début, on s'interrogeait sur les questions raciales au sens sociologique. Et on se demandait si, éventuellement, il pouvait y avoir des inégalités entre les étudiants et étudiantes en fonction de leur couleur de peau, de leur accent, etc. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé pour investiguer cette question de manière relativement neutre et objective et surtout pas trop taboue, c'était de demander dans quel pays étaient nés leurs parents. Parce que la nationalité de leurs parents pourrait éventuellement avoir changé, ils pourraient être belges, etc. Et donc c'était un moyen de capter un petit peu ces dynamiques-là. Et donc, à partir du moment où un des deux parents était étranger, on lui a collé cette origine dans l'enquête. Et donc on voit bien que les étudiants dont au moins un des deux parents est étranger, et
plus particulièrement si ce parent vient d'un pays non européen, ils sont plus susceptibles d'être dans une situation de privation matérielle, de difficultés financières, et donc toutes les conséquences que ça entraîne. Ils sont plus susceptibles que les autres d'être en difficulté. Alors que ceux dont les deux parents sont belges, d'origine belge, nés en Belgique, sont moins susceptibles que les autres d'être en difficulté. Et pourtant, tous ces étudiants et étudiantes sont de nationalité belge. Donc c'est vraiment, parmi les Belges, on voit encore des inégalités de ce type-là. Et donc bien sûr, c'est évident, c'est la conséquence directe de dynamiques coloniales, migratoires, des pays occidentaux, de la Belgique, et donc des pays colonisés de manière générale. Est-ce que tu peux dire de quelle origine on voit vraiment des grosses différences? Alors, les étudiants les plus représentés à l'ULB parmi les étudiants étrangers non européens... Ah oui, non, mais là, on est sur l'origine. Alors, il y a des étudiants dont les parents sont originaires du Congo, du Cameroun, du Maroc particulièrement. Donc ça, c'est les pays les plus représentés parmi les pays non européens. Après, on a quand même pas mal d'étudiants dont les pays sont originaires d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest. Et là, c'est un petit peu différent dans les données. Et il faut le souligner parce que c'est une dynamique un peu différente. On a des étudiants à qui on demande dans quel pays sont nés vos parents. Et donc, ça va être un pays d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest. Mais pour beaucoup d'entre eux, je pense que ce sont les enfants d'eurocrates qui donc vivent à Bruxelles, qui sont dans des situations socio-économiques beaucoup plus avantageuses. Donc là, il y a vraiment... La différence est très marquée entre ces étudiants-là et celles et ceux dont un des deux parents est né dans un pays non européen. Et donc, plus particulièrement, c'est les pays que j'ai mentionnés. Donc, par exemple, les étudiants qui sont d'origine marocaine ou... Oui, Maroc, Cameroun, donc Congo, là, c'est vraiment les étudiants les plus... Maghreb de manière générale, mais oui. Les étudiants les plus en difficulté. C'est pour être... Oui. C'est ça, ok. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vraiment eux qui sont le plus en difficulté. À partir du moment où c'est un pays non européen de manière générale, mais donc c'est eux qui sont le plus en difficulté, mais c'est aussi eux qui sont le plus représentés parmi les pays étrangers non européens pour la nationalité, le pays de naissance des parents des étudiants belges. Alors voilà, on a abordé là précédemment la question des étudiants étrangers. Alors, bon là c'est quelque chose de très marquant. Dans les résultats, ce sont les étudiants qui rencontrent le plus de difficultés. Mais peut-être on peut un peu contextualiser, parce que je pense que pour les gens qui connaissent pas l'université, c'est un peu pas forcément clair. Donc l'université a un public qui est déjà un peu international. Donc on est quand même dans un marché de l'enseignement supérieur qui s'est un petit peu mondialisé, et donc il y a quand même un pourcentage dans les universités d'étudiants qui viennent de loin, voire de très loin. D'ailleurs, c'est même une stratégie des universités, parce que ça fait partie de leur renommée de pouvoir attirer des étudiants qui viendraient de très loin, ce qui est un peu absurde, mais bon, ça marche comme ça. Donc l'université publie des statistiques sur « oui, on a autant d'étudiants étrangers, c'est super ». Mais donc voilà, on est dans un contexte où il y a vraiment des étudiants qui viennent de très loin pour faire les études, notamment qui viennent de pays plus pauvres, parce que pour eux, c'est une vraie plus-value de faire des études en Europe. Et il se trouve que les études en Belgique sont peut-être plus accessibles que d'aller au Royaume-Uni ou à Harvard ou que sais-je. Est-ce que tu peux un peu dire déjà quels pays sont représentés Oui. Alors, il y a des étudiants et étudiantes qui viennent du monde entier. On a beaucoup d'étudiants et étudiantes européennes quand même, mais il faut prendre en compte que c'est un enseignement francophone. Donc, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de pays... donc, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de pays non européens. Et parmi les pays non européens, les plus représentés, en premier, je pense que c'est le Cameroun. Ensuite, on a le Maroc, le Congo. Ensuite, on a le reste du Maghreb. Donc, ça, c'est les pays les plus représentés parmi les pays non européens. Et après, c'est pas mal de gens d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, d'autres pays, Allemagne, etc. Ah, il y a aussi la France, du coup. Alors évidemment, les plus représentés, oui, j'oublie l'évidence, mais les plus représentés, c'est les Français, et notamment dans les filières qui sont contingentées en France, donc dans la santé, etc., qui viennent ici quand ils n'ont pas pu obtenir de place à l'université ou dans une formation en France. Beaucoup d'étudiants et étudiantes français. C'est quoi, je sais plus, c'est j'ai 10%, pas en tête. Un truc comme ça? En tout cas, c'est de très loin les plus représentés parmi les étudiants étrangers. De très loin.
Donc les étudiants qui ont le plus de difficultés, dans mon souvenir, c'est vraiment les étudiants de pays d'Afrique subsaharienne, donc de pays pauvres. Ah, oui, oui. Comment on l'explique ça? Alors, c'est complexe. Je pense alors déjà, de manière très pragmatique, partir de son pays pour aller étudier ailleurs, je reviens aux bases et tout ce qu'on a mentionné depuis tout à l'heure, mais ça implique de devoir louer un logement, donc de trouver un logement. On arrive ici, on n'a pas de réseau, on ne sait pas comment les choses fonctionnent, on doit se trouver un logement, on doit subvenir à son alimentation. Il est assez documenté que plus l'éloignement de la famille est grand, plus les difficultés sont importantes parce qu'on n'a aucune des aides en nature dont on bénéficierait normalement si nos familles sont à proximité. Et à ça, il faut bien sûr ajouter le fait que la monnaie des étudiants qui viennent de ces pays-là est souvent beaucoup moins forte. Donc même si la famille était en mesure d'aider, parce que c'est souvent l'argumentaire qui est mobilisé, mais ces étudiants viennent de familles privilégiées dans leur pays. J'imagine qu'il faut toujours être un petit peu privilégié dans son pays pour pouvoir assumer le coût d'un déménagement à l'étranger. Néanmoins, quand on arrive en Europe et qu'on doit payer en euros, on reste bien plus en difficulté que ceux dont les familles payent en euros. Donc il y a ça, et puis bien sûr, à quoi sont dues ces inégalités, et notamment en termes de force de monnaie? C'est l'héritage colonial du monde occidental sur le monde non occidental. Ça, c'est vraiment la base, la source de ces inégalités. Donc ces étudiants sont beaucoup plus en difficulté. Et à ça s'ajoutent toutes ces dimensions très pragmatiques de la distance, etc. Alors je pense que là, comme ça, en parlant, on ne prend pas la mesure de l'ampleur des difficultés auxquelles font face ces étudiants, mais je ne me rappelle plus de tête exactement, mais je veux dire, ils sont une part très significative à ne pas savoir se chauffer, je sais plus, Alors, on a fait un indicateur, donc ensemble de privation matérielle. C'était comme ça qu'on mesurait en creux le niveau de difficulté des étudiants et des étudiantes. Et donc, on a cet indicateur de privation matérielle sévère. Et donc, ça, j'ai le chiffre en tête parce qu'il est très marquant. Les étudiants et étudiantes de nationalité d'un pays d'Afrique subsaharienne sont 33% à être en situation de privation matérielle sévère. Et à titre de comparaison, c'est 3,4% des Belges. Donc, ils sont 10 fois plus susceptibles que les Belges d'être en situation de privation matérielle sévère. 3%, c'est pas négligeable, ça reste important, ces 3%-là, il faut vraiment avoir une attention. Mais 33%, ça veut dire que littéralement une personne sur 3 qui vient d'un pays d'Afrique subsaharienne arrive et est en situation de privation matérielle sévère. Donc, c'est-à-dire que les indicateurs qu'on avait utilisés, c'est ne peut pas chauffer son logement correctement, ne peut pas payer les ressources nécessaires, le matériel nécessaire aux études, les syllabies et éventuellement les autres coûts, ne peut pas payer ses loisirs, ne peut pas partir en vacances une fois par an pendant une semaine, ne peut pas avoir une dépense personnelle chaque semaine. On voit même dans l'enquête qu'elles sont plus susceptibles de rater un repas pour des raisons financières. Enfin, donc c'est toutes ces choses-là, c'est vraiment très très marquant. Et du coup de partager une chambre aussi, si on prend ça comme... Et du coup de partager une chambre, et voilà. Oui. Donc c'est vraiment... Et je pense que dans l'enquête, c'est ce qu'il y a de plus marquant, c'est la situation des étudiants étrangers non européens. Et donc, après les étudiants et étudiantes d'Afrique subsaharienne, on a les étudiants et étudiantes qui viennent d'un pays du Maghreb. Ces étudiants-là sont aussi en grande difficulté, un peu moins que celles et ceux d'Afrique subsaharienne, mais c'est aussi très important. Dans mon souvenir, je crois que c'est 20% qui sont en situation de privation matérielle sévère. Et c'est important, il faut ajouter à ça que les frais d'inscription ne sont pas les mêmes. Les étudiants belges et européens payent 835 € par an. Je ne sais pas si tu as vu, cette année, les frais d'inscription ont changé pour les étudiants non européens. Avant, on était à 2000 et quelques, maintenant on est à 5000. Donc avant, c'était 2000 et puis c'était plus cher les années suivantes. Enfin bon, bref. Là, l'argumentaire, c'est que, disons que ça a nivelé les choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant, c'est 5000 € par an pour les étudiants étrangers non européens. Il y a 3 listes de l'ARES qui déterminent, donc selon dans quelle liste est ton pays, quels vont être tes frais d'inscription. C'est pas au niveau de l'ULB, c'est au niveau vraiment de l'ARES, de l'Agence régionale de l'enseignement supérieur. Et en fait, donc si le pays est dans cette liste 3, alors les frais d'inscription sont très élevés. C'est le cas notamment des étudiants du Maghreb. Donc leurs frais d'inscription sont très élevés. Donc les étudiants marocains payent 5000 par an. Oui, à vérifier, mais je crois que oui. Ouais. Donc, évidemment, quand on arrive déjà que la monnaie est moins forte, on doit assumer le coût d'un déménagement international, qu'en plus de ça, on a des frais d'inscription chaque année qui clairement nous endettent, parce qu'en fait, même un étudiant venant d'une famille privilégiée, je pense que c'est difficile
je suis peut-être naïve, mais débourser 5 000 € par an pour les études, c'est quand même difficile. En plus de tous les frais inhérents. Venant d'un pays avec un pouvoir d'achat moins élevé. Ça doit être gigantesque, 5 000 €. C'est gigantesque. Et en plus de ça, puisqu'on rajoute des couches, quand on arrive d'un pays non européen, on doit faire une demande de visa étudiant. Et donc, une des choses à laquelle on s'engage quand on fait une demande de visa étudiant et qu'on l'obtient, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins. Et ça, on le prouve soit en montrant un apport financier suffisant, via des preuves bancaires, soit en ayant un garant. Et donc, bref, on s'engage à avoir des ressources suffisantes. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander d'aide sociale, ou en tout cas celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont les bourses d'études classiques, parce que ça contreviendrait à l'engagement qu'on a pris de pouvoir subvenir à ses besoins, et ça nous expose à la perte du visa. Donc ça veut dire que ces étudiants sont plus en difficulté. Je rajoute à chaque fois des couches, doivent assumer le coût d'un déménagement international, ont des conditions matérielles beaucoup plus complexes. Non, et ça c'est important aussi, n'ont pas de réseau, ne connaissent pas, ne savent pas comment ça fonctionne. On voit que parfois ils sont en difficulté dans d'autres enquêtes pour trouver les denrées alimentaires, savoir comment cuisiner les denrées locales, etc. Parce qu'en fait, on ne sait pas, donc on est complètement perdu. Il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi jeunes, entrés dans la vie d'adulte. On est déjà un peu démunis de manière générale à cet âge-là, mais d'autant plus quand on est dans un autre pays. À ça s'ajoute le fait que la monnaie, le pouvoir d'achat est moins fort à la maison, donc la capacité des familles à aider financièrement est plus importante. À ça s'ajoute le fait que les frais d'inscription sont souvent plus élevés, beaucoup plus élevés, jusqu'à 5 000 € par an. Et à ça s'ajoute le fait que demander des aides sociales nous expose à la perte du visa. Et donc, on ne peut pas forcément le demander, en tout cas pas celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les services sociaux au sein des universités aident plus souvent ces étudiants-là, justement pour contrebalancer. Mais bon, voilà, toutes ces choses s'accumulent, en fait, se multiplient et peuvent mettre ces étudiants dans des situations de détresse, quoi. Moi, je vois parfois des étudiants venir dans le couloir dans lequel je travaillais à l'ULB et dire, en fait, je n'ai pas mangé depuis quelques jours, comment je fais ? Et en fait, être dans des situations vraiment hyper de détresse, quoi, vraiment. C'est quand même particulier, quoi. Alors, ce qu'il faut un peu expliquer, c'est aussi que c'est une stratégie de l'ULB de se positionner dans un marché international, enfin de l'ULB, pas de l'ULB, des universités de manière générale. Je pense pas que c'est propre. Non. Oui. Dans un marché international des étudiants, dans l'idée que faire venir des étudiants privilégiés de loin, ça peut ramener de l'argent à l'ULB. Alors, bon, il y en a qui soulignent que c'est complètement vain comme espoir, parce que l'ULB n'est clairement pas Harvard, la Belgique, Bruxelles, c'est pas Oxford, ni Harvard. Et donc, on va pas attirer des étudiants qui ont les moyens de payer. Et donc, c'est mettre des barrières à des étudiants pour rien. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même des étudiants peu fortunés, enfin, de pays pauvres qui viennent à l'ULB, parce que pour eux, c'est prestigieux l'ULB, mais par rapport à d'autres pays, ça l'est pas vraiment. Donc voilà, il faut souligner que cette politique de frais d'inscription, elle est aussi... elle est pas... c'est une stratégie des universités qui manquent d'argent. C'est aussi pour ça, ils manquent d'argent. Ils ne sont plus financés suffisamment, les universités. En fait, les universités sont en difficulté parce que le taux d'encadrement a baissé aussi. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus... Enfin, c'est pas la seule raison. Mais le taux d'encadrement a baissé parce qu'il n'y a pas de financement. Oui, voilà. On a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes, ce qui est quand même plutôt positif, à mon sens. Mais les enveloppes sont les mêmes. Donc ça veut dire que le taux d'encadrement, les profs sont payés pour... on a autant de profs qu'avant, après, a priori, mais plus d'étudiants. Donc ils ont moins de temps à allouer à chaque étudiant, étudiante, etc. Donc c'est plus complexe. Donc effectivement, les universités sont en flux tendu aussi financièrement. Ils donc cherchent des moyens de ramener des sous, quand bien même ça provoquerait une augmentation de difficultés pour certains étudiants, ce que tu as souligné pour les étudiants étrangers. Donc c'est une réponse qui est très contestable, j'ai envie de dire. Bon, voilà, on a abordé les difficultés des étudiants, ce qui les détermine. Ce que tu mets aussi en avant dans le rapport, c'est quelle est la réponse à ces difficultés. Donc, ce dont on parle beaucoup, c'est notamment le travail étudiant, qui est une réponse, forcément, quand on n'a pas de sous, on travaille pour ramener de l'argent et vivre. Alors,
un truc étonnant qu'on voit, c'est que les étudiants les plus en difficulté ne sont pas plus nombreux à travailler. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonné, moi, quand on a travaillé sur les données. Ça n'empêche qu'ils n'ont pas le même rapport au travail que les étudiants les plus aisés. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça ? Oui, alors on voit que le fait de venir qu'en tout cas les étudiants travaillent en proportion équivalente, quel que soit le milieu d'origine ou le niveau socio-économique de leur famille, mais qui ne mettent pas le même sens derrière leur travail. Donc les étudiants les plus précaires sont la quasi-totalité à dire que leur travail est indispensable pour vivre et que c'est la raison pour laquelle il et elle travaillent. Chez les étudiants les plus privilégiés, je veux dire, ça fait un peu sourire parce que certains disent, en tout cas en beaucoup plus grande proportion que les autres, disent travailler pour passer le temps, pour occuper leur temps libre. Après, d'autres explications, c'est pour gagner de l'argent de poche. Donc ça veut dire que vraiment, on met pas le même sens derrière l'argent qu'on récolte en travaillant. Pour certains, c'est un moyen de survie, et pour d'autres, c'est de l'argent de poche. C'est du beurre dans les épinards. C'est en plus. Donc oui, le sens, on met pas le même sens derrière le travail salarié. Ouais. Alors, comment t'expliques que les plus précaires travaillent pas plus ? Alors, ce qu'on voit quand même dans les données, c'est que les plus précaires font plus d'heures. Dans l'édition de 2021, on voyait ça, que les étudiants précaires travaillaient plus d'heures par semaine. Donc, le rapport au travail est quand même différent, et je pense quand même que le temps passé au travail est un peu différent. Je pense qu'aujourd'hui, travailler, et ça c'est quand même c'est intéressant, c'est particulier, c'est normalisé. C'est-à-dire qu'avant, étudier, c'était être étudiant, le métier d'étudiant, on devait faire ça, on devait se consacrer à nos études, et les étudiants qui travaillaient étaient plus rares, en tout cas c'était un peu plus anecdotique, c'était particulier, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Mais les études ne sont pas adaptées pour. Les études ne sont pas faites pour qu'on ait du temps pour travailler à côté. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, parce que même aujourd'hui, quand on entend des politiciens, politiciennes parler du travail étudiant, on voit que c'est devenu un petit peu banal, etc. Sauf que les études ne sont pas prévues pour. Et donc, si on doit travailler, et donc, comme les plus précaires, travailler plus d'heures, et là, on est plus impacté en termes de réussite, de capacité à s'investir dans les études. On voit aussi que les plus précaires déclarent beaucoup plus souvent que les autres, devoir rater les cours à cause du travail, ou ne pas pouvoir se préparer suffisamment aux examens à cause du travail. Beaucoup plus souvent que les étudiants les plus privilégiés. Et ça me paraît assez simple à interpréter. En situation d'examen, par exemple, un étudiant privilégié pourra plus facilement, puisque son argent, c'est de l'argent de poche, ou en tout cas est plus susceptible d'être de l'argent de poche, pourra plus facilement se dire, là, j'arrête de travailler, c'est les examens, je dois me consacrer à mes examens. Un étudiant ou une étudiante précaire ne peut pas s'arrêter de travailler parce qu'en fait, il ou elle ne peut plus payer son loyer après. Donc, et il ne peut pas se permettre de quitter son emploi en espérant en retrouver un autre, parce que c'est un risque qu'on ne peut pas prendre, même pour 2-3 semaines, parce qu'en fait, on doit travailler. Et les congés payés sont limités. Et puis, ils ont le droit d'avoir des congés payés pendant les vacances. Donc, du coup, c'est complexe. Du coup, le rapport au travail n'est pas du tout le même. Et même s'ils sont les mêmes proportions à travailler, en théorie, à avoir un emploi, c'est pas la même chose d'avoir un emploi quelques heures par semaine et d'avoir un emploi 20 heures par semaine, qui est indispensable pour vivre, qu'on ne peut pas rater pour assister aux cours ou pour réviser ses examens. Donc le rapport au travail est quand même différent. Et alors, si c'est pas les mêmes heures, ça laisse quand même penser que c'est pas non plus le même job. Alors oui, une chose qu'on a vue, et notamment parce qu'on disait tout à l'heure que dans les situations de crise, les plus précaires sont plus affectés que les autres, on voyait qu'en 2021, pendant l'enquête qu'on a menée entre 2 confinements, les plus précaires étaient plus susceptibles que les autres de perdre leur emploi. D'avoir perdu leur emploi pendant le Covid. Donc ils travaillent plus, mais ils perdent plus leur emploi en cas de choc. Alors ils étaient 60% dans mon souvenir, dans la population générale, à déclarer avoir perdu leurs emplois pendant le confinement, mais les plus précaires étaient beaucoup plus susceptibles que les autres de l'avoir perdu. Donc ça veut dire que, l'interprétation est simple. Leurs emplois sont plus précaires. Ils sont plus précaires à la fois du point de vue de leur contrat, à la fois du point de vue de la nature de l'emploi, etc. Et on voit effectivement que la nature des emplois, et ça c'est l'apport de la nouvelle version de l'enquête, la nature des emplois est différente en fonction des populations. Donc là, on voit des variations du point de vue du genre, de la nationalité et même du point de vue de l'origine sociale. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'ils ne font pas les mêmes emplois. Est-ce que tu peux un peu développer ça ? Oui. Alors,
Bon, du point de vue du genre, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on ne voit pas beaucoup de différences socio-économiques entre les hommes et les femmes à l'université, alors qu'on sait qu'il y a des différences importantes socio-économiques entre les hommes et les femmes de manière générale dans la société. Et je pense que pendant le temps des études, elles sont relativement contenues. Elles sont circonscrites, elles sont contenues pendant le temps des études et elles s'expriment plus largement après, à l'entrée sur le marché du travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a demandé dans cette nouvelle édition quelle était la nature des emplois. Parce qu'on s'est dit, bon, ils sont des proportions équivalentes à travailler, ils ont a priori des revenus ou un niveau de difficulté économique équivalent. Est-ce que la nature des emplois est la même ? Spoiler alert, non. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de faire du babysitting, de travailler avec des enfants. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir des emplois qualifiés ou de travailler dans la manutention, ce genre de choses. Donc là, déjà, le travail, la ségrégation du marché du travail genré est déjà en place au temps des études. Or, le travail étudiant, parfois, peut aussi être un précurseur de l'orientation. Et par ailleurs, de toute façon, les filières d'études sont déjà ségrégées. Je veux dire, les hommes et les femmes n'étudient pas les mêmes choses. Par contre, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Mais c'est très documenté, c'est éprouvé comme sujet. C'est quand même pas mal de le rappeler. En psychologie, il y a que des filles. Oui. Enfin, une très grande majorité. Beaucoup de femmes, sauf dans les échelons les plus avancés. Je veux dire, les professeurs d'université en psychologie. Il y a peut-être plus de femmes, remarque, mais... Ça, je sais pas, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, les proportions changent. C'est-à-dire que mettons que si on avait 80% de femmes étudiantes, j'invente les chiffres, mais si on avait 80% de femmes étudiantes, on aurait peut-être 60% de femmes. Par contre, en sciences, en polytech, là, on a vraiment... non, mais l'orientation est tout à fait genrée. Dans mon souvenir, je crois qu'il y a quelques années, on disait que les femmes étaient regroupées, je me souviens exactement des chiffres parce que c'est très marquant, étaient regroupées dans 6 familles professionnelles alors que les hommes étaient répartis dans 80 familles professionnelles. Et donc non seulement le marché du travail est ségrégué et l'orientation est genrée, mais en plus de ça, elle est aussi limitante, quoi. Les femmes sont contenues dans certaines familles professionnelles dans lesquelles il y a moins de possibilités d'évolution. Donc elles sont confrontées à la fois aux parois adverses, c'est ça que je décris, le fait d'être contenues dans certaines familles professionnelles, et au plafond de verre avec moins de possibilités d'évolution. Et ça, on le voit déjà dans la répartition. Il y a un rapport chaque année à l'ULB sur les inégalités de genre à l'université, et on voit bien que c'est tout à fait en place. C'est pas spécial à l'ULB, c'est partout. Pardon. Oui, non, vas-y. Donc, et donc voilà, ça se passe dans les disciplines, mais ce qui est marquant là, c'est que ça se passe aussi dans les jobs étudiants, quoi. Oui, ça se passe dans les jobs étudiants. Et ça, on s'y attend pas, en fait. On se dit pas que dès là, on a déjà des inégalités. Mais oui, les hommes et les femmes sont... C'est quand on y pense, je veux dire, des babysitters hommes, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et puis en plus, je veux dire, c'est un sujet complexe. Peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais je sais pas si c'est parce que les hommes ne veulent pas faire ce travail ou si c'est parce qu'on ne les embaucherait pas s'ils le faisaient. J'en sais rien. Mais oui, en tout cas, c'est déjà bien en place, oui. Et on le voit aussi du point de vue, bien sûr, de la nationalité. Alors ça, c'est marquant. Ça, je m'y attendais moins. Eh ben, ça, c'est vraiment très marquant. C'est vraiment très marquant. J'ai oublié de le prendre, mais j'ai trouvé un flyer la dernière fois qui illustre très bien ça. Mais d'abord, je vais expliquer. En fait, on voit que selon la nationalité, les étudiants et étudiantes n'ont pas tendance à occuper le même type d'emploi. Donc, on voit que les étudiants et étudiantes d'Afrique subsaharienne sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des emplois dans la manutention, pour les hommes particulièrement, dans le ménage et dans l'aide à domicile. Ça, je veux regarder les chiffres parce que je l'ai là, mais c'est beaucoup trop marquant. Les personnes d'Afrique subsaharienne sont 4 à 5 fois plus susceptibles de faire des travaux à domicile, sont 15 fois plus susceptibles de faire de la manutention et sont 8 fois plus susceptibles de travailler dans le nettoyage. 60% d'entre elles et eux, en fait, font un travail à forte pénibilité, non qualifié à forte pénibilité. Alors que chez les Belges, c'est 25% seulement qui font ce type d'emploi. Donc c'est quand même très très marquant. Et donc ce que je te disais, c'est que la dernière fois, je suis tombée sur un flyer d'une entreprise de travaux à domicile sur laquelle il y avait des photos et qui essayait donc pour recruter des étudiants et des étudiantes en disant « venez travailler avec nous ». Et puis sur la photo, sur le flyer, il y avait 2 étudiants, les 3 étudiants étaient racisés en fait. Les 3 étudiants et étudiantes qui étaient représentés sur le flyer n'étaient pas blancs. Et c'est même pas pour blâmer cette entreprise, ils savent en fait
très bien quel est le public. Et c'est pour quel type de job, je sais pas si tu l'as dit? Pour le travail à domicile. Le travail à domicile. Le ménage à domicile. Le ménage, ok. Et donc, en fait, dès le temps des études, le marché du travail est ségrégué d'un point de vue racial. Et ça, c'est quand même... Enfin, je trouve ça particulièrement choquant. C'est des jeunes, c'est des étudiants, ils ne sont pas encore rentrés sur le marché du travail, on va dire, qualifiés, a priori. Et déjà, ils sont contenus dans des jobs à forte pénibilité, quoi. Qui sont moins bien rémunérés, qui sont moins bien considérés. En fait, je me suis dit, par exemple, babysitter, il y a peut-être une dimension... Alors, ça aussi, c'est intéressant. Les familles auraient peur, tu vois, de confier leurs enfants à des personnes noires. Oui, alors parce qu'en fait, ce qu'on voit dans l'enquête aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est que les emplois en lien avec les enfants, on a en gros beaucoup plus d'étudiants belges et européens qui font ces emplois-là, plutôt que les étudiants et étudiantes non européens et non européennes. Alors, est-ce que les familles ne veulent pas confier leurs enfants à des étudiants et étudiantes qui ne sont pas blancs? J'espère que ce n'est pas le cas, mais bon, les chiffres sont un petit peu marquants. Peut-être qu'une autre dimension, pour tempérer un petit peu, peut-être qu'une autre dimension, c'est que les étudiants belges et européennes ont plus de réseaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Européens et Européennes sont aussi parfois enfants d'eurocrates et donc ont du réseau ici. Peut-être que c'est un élément d'explication, je ne crois pas du tout au fait que ce soit la totalité de l'explication. Donc je pense qu'il y a effectivement du racisme. De toute façon, je veux dire, c'est très documenté que l'embauche est racialisée. Donc voilà, je pense que cette dimension-là est présente. Et donc c'est quand même particulièrement affligeant, triste et marquant de constater que c'est déjà là pour des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, quoi. Que déjà on leur dit, en fait, on est plus réticents en fait, de vous confier nos enfants, quoi. Oui, c'est ça qui était marquant, c'est que la ségrégation sur le marché du travail se crée très vite, en fait. Même pour des gens qui sont, en fait, qui arrivent à peine sur ce marché-là. Donc, oui, ça m'a marqué. Alors, on parlait comme réponse aux difficultés des étudiants le travail, mais il y a aussi l'aide sociale. Je posais la question, comment expliquer que les plus précaires ne travaillent pas plus? Moi, une des pistes d'explication qui me semble plausible, c'est qu'il y a l'aide sociale. Et que les étudiants qui ont accès à l'aide sociale sont aussi ceux qui seraient le plus susceptibles de travailler. Mais justement, l'aide sociale les empêche de travailler. Et c'est une très bonne chose. C'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que ça fournit des moyens de se consacrer à ses études sans devoir travailler. Parce que moi, il me semble, dans les données, on voit, voilà, le travail augmente jusqu'à un plafond et comme s'il y avait ce filet de sécurité qui permettait d'éviter de trop travailler. Alors, il y a un truc important à dire, je pense, sur l'aide sociale, c'est que les aides sociales pour les étudiants sont faibles. Donc, il y a des dispositifs qui existent, mais comme tu l'as dit, on est dans un système familialiste où on attend que ce soit les familles qui financent cette période-là. Et donc, tous les dispositifs d'aide sociale, c'est vraiment des trucs à la marge s'il n'y a pas d'autres moyens. Et il n'y a pas de financement structurel qui permet d'aider des étudiants. Donc c'est vraiment, s'il n'y a rien d'autre, donc on est vraiment dans cette logique d'assistance, quoi. Oui. Donc par exemple, le chômage... On ne capitalise pas via les aides sociales sur les cerveaux de demain. On les assiste, on leur rend ce service, quoi. Par exemple, pour bien que les gens comprennent, il y a vraiment la protection sociale, elle est scindée en deux. Il y a l'assurance sociale et il y a l'aide sociale. L'assurance sociale, c'est le chômage, par exemple. On a travaillé, on a cotisé, donc on a droit. Quoi qu'il arrive, on a droit. On ne doit pas prouver, on a droit. Donc c'est moins en moins vrai. Maintenant, le chômage, il est de plus en plus cadenassé, on doit de plus en plus prouver qu'on est un bon chômeur. Mais dans la logique, c'est une assurance. C'est comme le remboursement chez le médecin, on ne doit pas prouver qu'on a droit. On cotise, tout le monde cotise et on a un remboursement. L'aide sociale, c'est complètement différent. C'est une aide qui est... c'est au bon vouloir de l'aidant, quoi. L'État décide qui veut bien aider, selon quels critères, pour tous les gens qui sont passés à travers
les mailles du filet de la sécurité sociale. Et donc, c'est l'aide en dernier ressort. Par exemple, les CPS, c'est ça. Quand tu n'as plus droit à rien, tu as droit au CPS. Et donc, c'est normal que ça existe parce que, voilà, il y a des gens dans des situations qui n'ont pas droit à certaines protections sociales. Et donc, il faut un dernier filet de sécurité. Mais ce qui est particulier pour les étudiants, c'est que c'est l'aide principale à laquelle ils ont droit. Parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Et donc, c'est la première aide à laquelle on fait appel souvent, le CPS. Ce qui montre quand même qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que initialement, ce n'est pas fait pour ça, le CPS. Oui. Et alors, ce que tu montres, ça c'est marquant, c'est que malgré les étudiants qui bénéficient de l'aide sociale sont quand même ceux qui sont le plus dans la difficulté. Oui, alors en fait, ça c'est intéressant, c'est que en fait, la moitié des étudiants qui bénéficient d'une aide sociale sont en situation de difficulté financière importante. Paradoxalement, ça veut dire que l'aide sociale n'est pas suffisante pour les sortir de la précarité. Et ça, c'est intéressant quand même. Je veux dire, comme on entend bien hein, le discours dont on est nourri perpétuellement, qui nourrit cette figure de l'assistanat, etc., etc., et surtout cette figure de l'assisté. Et on voit bien dans l'enquête d'ailleurs que beaucoup d'étudiants ne demandent pas les aides parce qu'ils veulent pas, ils se sentent pas légitimes à recevoir des aides, etc. Et ça, c'est la conséquence directe de ce narratif. Mais en fait, c'est intéressant quand on y pense que ces aides sociales ne suffisent pas à sortir de la précarité. Et ensuite, on leur dit quand même, vous êtes pauvres et c'est votre faute. Alors que les aides sociales sont prévues pour ça. Enfin, je veux dire, c'est particulier. Non, ça relativise un peu l'idée d'assister. En fait, a priori, ils ne sont pas assez assistés si, en fait, les aides les mettent dans la difficulté. Mais non, et puis de toute façon, quand on y pense, je veux dire, là, on voit dans l'enquête qu'entre 2021 et 2023, les loyers ont augmenté de 83 € en moyenne dans l'échantillon d'enquête, en tout cas. Les aides, elles n'ont pas bougé, ou très peu. Enfin, bien sûr, elles accompagnent l'inflation, mais c'est pas... Voilà. Et en fait, je veux dire, s'ils reçoivent au max, je veux dire, du CPS 1 000 € par mois, ou alors de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que c'est l'un ou l'autre, 500 € par mois, enfin ce genre de choses, c'est pas assez pour vivre en fait. On n'a pas assez. C'est très peu quoi. En fait, on peut pas payer un loyer, payer son alimentation. Je veux dire, si on demandait à n'importe lequel des ministres qui disent que c'est très généreux de vivre juste avec ça chaque mois. Mais bon, ça c'est un fait bien connu. Les aides sociales sont inférieures au seuil de pauvreté. C'est quand même marquant. Oui. C'est-à-dire que les aides, les seuils quoi, sont inférieurs au seuil officiel de pauvreté. Quoi. Donc, recevoir une aide, c'est être pauvre. Oui. Ce qui est quand même... c'est un paradoxe. Je veux dire, les pouvoirs publics t'aident. On pourrait s'imaginer que c'est pour vivre dignement, quoi. Mais non. Alors, voilà... il faut qu'on aborde un élément qui est vraiment, sans doute, pour moi, le plus marquant de ces résultats, c'est l'analyse des points. Oui. Alors, peut-être tu peux un peu expliquer comment ça a été fait, parce que c'est quand même... il y a une dimension un peu inédite, j'ai l'impression, à ce dispositif. Oui, alors c'est très intéressant et c'est certainement le pic des résultats de cette enquête, puisque en fait, la réussite, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très documenté depuis longtemps, que le diplôme, c'est ce qui protège le mieux de la précarité. Le diplôme, c'est ce qui protège le mieux du chômage, statistiquement parlant. Les personnes qui ont un diplôme sont dans des meilleures situations financières, même si le travail qu'elles trouvent, in fine, n'est pas directement lié au domaine d'études. Avoir un diplôme, ça protège de la précarité. Et donc, quand on est en situation de difficulté financière, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, matérielles, économiques, pour les impacts en termes de bien-être, pour les impacts sur toutes les conditions d'études, toutes les conditions qui permettent de mener ses études dans de bonnes conditions, et tout simplement sur la capacité à financer son matériel de cours, ce genre de choses, eh ben, on est plus en difficulté pour la réussite. Et donc, on voit que les étudiants les plus précaires sont plus en difficulté vis-à-vis de la réussite. Alors, est-ce qu'il y a que des raisons matérielles ? Je ne sais pas, on va sûrement y venir, mais en tout cas, les étudiants les plus précaires sont plus en difficulté du point de vue de la réussite. Or, la réussite, c'est ce qui leur permet de sortir de la précarité. Et donc là, on est vraiment face à
l'expression la plus bête de la reproduction sociale. C'est-à-dire que vraiment, on a plus de mal à réussir ses études et donc à obtenir un diplôme et donc à accéder à un niveau de rémunération supérieur à celui du milieu duquel on vient. Et donc pour donner un peu de précision, parce que ça me semble intéressant, vous avez fait l'enquête, mais vous avez par ailleurs les points de tous les étudiants de l'ULB. Et donc vous avez joint les deux. Donc en fait, Ça fait que vous avez les points de tous les étudiants que vous avez interrogés. Oui. En fait, on a fait l'enquête en novembre et on a récolté fin juin, début septembre, après la deuxième session, la moyenne des points des étudiants qui avaient répondu à l'enquête. Bien sûr, on leur demande avant, on a leurs accords, on a tous les trucs RGPD. Et donc, on a la moyenne des points à la fin de cette année scolaire. Et on voit qu'il y a de grandes inégalités. Alors aujourd'hui, les points ne sont pas le reflet direct de la réussite, parce que la réussite, ça se mesure de manière un peu plus complexe depuis quelques années. Mais on mesure la moyenne des points sur 20 à la fin de l'année et on voit qu'il y a des différences. On voit que les personnes qui sont en situation de privation matérielle sévère sont à peu près 70% à avoir plus de 10, alors que c'est plus de 80% de ceux qui n'ont pas de privation matérielle. Donc là, déjà, il y a un gros écart. La différence était plus marquée pendant le confinement. Encore une fois, en situation de crise, les plus précaires pâtissent plus. Parce que quand on est à distance, et donc là, d'autres éléments s'ajoutaient, parce qu'on a parlé de tout ce qui favorisait la réussite, toutes les conditions de la réussite. Pendant le confinement, quand on était à la maison, si on n'avait pas un ordinateur de bonne qualité, une connexion Internet de bonne qualité, si on n'avait pas un logement de bonne qualité, toutes ces choses-là nuisaient sérieusement à la capacité à réussir ses études. Et donc là, on avait un écart de points encore plus marqué. Et donc ça fait que vous pouvez lier les points à plein de situations socio-économiques, ethniques, de genre, etc. Et bon, ce qui est marquant, c'est que, bon, voilà, j'ai travaillé aussi sur ces données, on voit vraiment que plus les difficultés sont importantes, plus les points sont bas. Oui, vraiment, tout simplement. Ça descend comme ça. Et alors, on voit aussi une dimension ethnique, donc les non-blancs ont des points plus bas. On voit aussi... on voit que toutes les difficultés auxquelles font face les étudiants se traduisent aussi dans des différences académiques et scolaires, quoi. Et c'est ça qui est marquant. On aurait pu croire que, bon, voilà, oui, c'est un ancien résultat, Bourdieu a montré ça dans les années 60, maintenant c'est fini, quoi. C'était il y a 60 ans, en fait. C'est marrant parce qu'on répète ces enquêtes, tu sais, à intervalles réguliers, mais ces données ne sont pas vouées à évoluer tant que ça, parce qu'en fait, ces dynamiques sont quand même très, très installées, très structurantes dans la société. Et donc, non, ces choses évoluent pas tellement. Et donc, oui, on voit qu'effectivement, les étudiants étrangers, particulièrement non européens, les étudiants les plus précaires, de milieux les plus populaires, réussissent moins. Ouais, ont de moins bons résultats académiques et donc de moins bonnes possibilités d'accéder à un niveau de rémunération décent. Donc, la reproduction sociale est encore complètement à l'œuvre. Elle est encore complètement à l'œuvre. Elle est encore bien d'actualité, ouais. Mais je dis ça, c'est bête, mais je veux dire, c'est important encore à dire, parce que ça a l'air d'être un constat ancien, on se dit, bon, maintenant, c'est... c'est marrant, et puis en plus, c'est un peu tabou. Alors nous, à l'ULB, on a une grande liberté de ton vis-à-vis de cette question. Moi, je ne trouve pas que ça soit si tabou ou révolutionnaire de parler de ça, parce que c'est des données évidentes, mais dans d'autres endroits, c'est parfois... J'ai fait une intervention dans une autre université, pas en Belgique, et là-bas, ils n'ont pas le droit, dans un équivalent donc, de l'Observatoire de la vie étudiante de l'ULB, ils n'ont pas le droit, ne serait-ce que d'accéder à ces données-là, d'accéder à la base de données, d'accéder à la question des points, parce que leur institution ne souhaite pas révéler ces choses-là, qui pourtant dépassent quand même largement... le seuil de l'université. Enfin, je veux dire, la reproduction sociale, ça n'est pas de la responsabilité de l'université, c'est quand même un peu plus large. L'université a certainement une responsabilité dans le fait d'égaliser un peu les choses, tant que faire se peut, mais n'est pas responsable de tout et ne peut pas remédier à tout non plus. Et pourtant, ça reste difficile à aborder dans certains endroits. Alors, ça permet de parler de cette question-là, la responsabilité de l'université, de l'institution scolaire de manière générale. Moi, je serais peut-être moins clément que toi, parce que... Alors oui, c'est pas les universités qui
qui peuvent solutionner des problèmes matériels. C'est sûr que les universités, ok, elles ont des logements, etc., mais pas en suffisance. Elles peuvent apporter des aides sociales, mais elles peuvent certainement pas assez pour régler les situations de tous les étudiants. Donc ça, c'est clair que la dimension matérielle, elles ont des marges de manœuvre limitées, même si elles en ont. Par contre, l'échec ou la réussite, c'est quand même quelque chose que produit l'université. C'est-à-dire que l'évaluation, de dire à quelqu'un, toi tu réussis, toi tu rates, ou de fabriquer une évaluation, quoi, de faire des examens, les modalités de l'examen, ça c'est les universités. Oui. Et moi je considère que, étant donné cette situation inégalitaire, que des universités fassent comme si ça n'existait pas, et jugent en toute impartialité comme ça, moi je m'en fiche, qui travaille pas, qui soit pauvre, qui soit riche, moi je juge. C'est être un peu aveugle et pérenniser une situation qui aboutit à ça, qui aboutit à l'élimination des étudiants pauvres, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est un peu rapide, je pense, de dire, voilà, c'est pas le rôle de l'université, elle a un rôle à jouer, même si c'est pas facile. C'est une question difficile, mais je pense qu'elle a un acteur important dans ce jeu-là. Ouais. Alors, je pense qu'en fait, il y a différents niveaux auxquels l'université ou d'autres institutions pourraient intervenir, mais pour moi, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions là. Il y a les dimensions matérielles, culturelles, etc. On en avait parlé, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on voulait vraiment soutenir la situation des étudiants et étudiantes les plus précaires et donc soutenir leur réussite, il faudrait leur donner de l'argent. Et directement. Pas passer par Parce que parfois, je trouve qu'on fait ça dans nos systèmes très complexes où on veut distribuer l'argent et donc on crée des projets, il faudrait donner l'argent directement aux étudiants. Je pense que pour moi, ce serait le plus simple. Pour ça, il faudrait encore qu'on fasse confiance aux pauvres pour utiliser leur argent correctement. Et c'est toute une autre question. Mais vraiment se dire, bah oui, on leur donne de l'argent. En fait. Donc déjà, il faudrait faire ça, donner plus de bourses, donner plus d'aide sociale. Mais je pense aussi que les dispositifs d'aide à la réussite, ça serait important. Parce qu'on voit qu'il y a des inégalités de réussite. Et donc, si on voulait vraiment donner leur chance aux plus pauvres de réussir, il faudrait mettre en place des dispositifs d'aide à la réussite efficaces. Et après, tu as abordé une question que moi, je n'investigue pas du tout dans mes enquêtes, mais qui est quand même documentée par ailleurs dans d'autres situations, on va dire, c'est que l'évaluation n'est pas neutre. Il y a tout un ensemble de savoir-être, de savoir-faire, de savoir parler. Une enquête avait été faite en France il y a quelques années sur les accents, et on voyait que les personnes qui avaient des accents régionaux étaient moins susceptibles d'être embauchées que les autres, etc. Et donc, on sait bien que toutes ces choses jouent, et je suppose que les enseignants des universités, enseignants et enseignantes, ne sont évidemment pas exempts de ces biais-là, et donc jugent certainement avec des biais de genre, certainement avec des biais raciaux, certainement avec des biais de classe, évidemment. Et donc oui, bien sûr, l'université, comme le marché du travail, comme tout, n'est pas neutre. Mais c'est difficile d'adresser, je trouve, matériellement ces questions-là, au-delà de la question de l'argent, quoi. Pour moi, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Si tu ne mets pas les gens dans les conditions minimales pour pouvoir étudier, le reste, c'est... oui, tu peux faire une aide à la réussite avec un cours facultatif qui va t'aider à savoir comment bien étudier. Faut-il encore que tu aies le temps ? Oui, voilà. Oui, si à côté de ça, tu dois bosser, que tu vis dans un logement pourri et tout, bon... Et puis on voit, on n'en a pas parlé, et je ne vais pas développer, mais on voit que la question du temps, elle est complexe, et que les étudiants les plus précaires ont moins de temps pour les loisirs, moins de temps pour étudier, certainement parce qu'ils travaillent plus, etc. Dans ce contexte-là, tous les dispositifs d'aide à la réussite ne compenseront pas le fait que passer moins d'heures à son travail rémunéré serait quand même ce qui serait le plus bénéfique à la réussite au final, pour pouvoir passer plus de temps à ses études. On voit que les étudiants les plus précaires sont beaucoup plus frustrés que les étudiants les plus privilégiés vis-à-vis du temps qu'ils peuvent allouer à leur révision. Ils aimeraient pouvoir y passer plus de temps. Et ils ne peuvent pas certainement à cause du travail rémunéré. Alors je sais qu'il y a des gens qui critiquent le fait qu'on devrait donner plus d'argent ou d'aide ou de bourse à des étudiants universitaires parce que c'est des étudiants privilégiés, justement. Et que le risque, ça serait qu'on donne plus d'argent à des étudiants qui, en fait, en ont déjà.
En fait, moi, ce que je trouve un marquant, c'est qu'au final, même les étudiants privilégiés, financièrement, sont pas dans des... Enfin, certains, oui, hein, on s'entend, mais la moyenne de ce qu'ils reçoivent, pas de leur famille, en comptant l'argent éventuellement donné pour le loyer, c'est un peu moins de 500 €. Mais un peu moins de 500 €, je mets au défi n'importe qui de vivre avec 500 € par mois. Enfin, je veux dire, ça reste pas beaucoup. Donc, imagine les précaires qui reçoivent moins de 200 € par mois de leur famille. En fait, quasiment aucune étudiante n'est dans des situations de réel confort, quoi. Sauf quelques exceptions. On sait qu'à l'ULB, il y a des étudiants très privilégiés, il y en a. Mais l'étudiant moyen, même celui qui n'est pas le plus précaire, est déjà en dessous du seuil de pauvreté, en fait. Donc, la grande majorité des étudiants et étudiantes sont dans des situations inconfortables, en fait. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que l'existence de ces dispositifs d'aide, ça peut être aussi un signal à des familles qui n'auraient pas imaginé faire des études que c'est possible. Parce que si, a priori, tu te dis, bon, il faut payer 5 ans de loyer, il faut... Il n'y a pas moyen, quoi. Donc, l'existence de ces dispositifs d'aide pourrait élargir l'accès à l'université, qui aujourd'hui, enfin, il faut quand même le rappeler, ça reste assez élitiste. Je veux dire, l'accès à l'université est... Bon, ça s'est massifié, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas à l'université. C'est pas pour rien que la majorité des étudiants universitaires ont des parents qui ont fait des études universitaires. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'étudiants privilégiés en proportion que d'étudiants qui viennent de milieux défavorisés. Oui. Donc, bon, là, de tes analyses, on doit bien conclure que la réussite, elle est liée à des facteurs extérieurs, en partie. En partie, oui. Au moins en partie. Est-ce que ça voudrait dire que la méritocratie, c'est un mythe? Oui. La réponse simple, c'est oui. Bah oui. Comment ça se fait que c'est si structurant, alors, dans les discours Mais je pense, honnêtement, et je suis peut-être naïve, mais je pense que soit les personnes qui parlent de méritocratie en ces termes sont très ignorants et n'ont jamais été dans cette situation, ce qui est très plausible, soit ils sont volontairement... ils omettent volontairement ces choses-là parce qu'ils s'en foutent. Enfin, je vois pas d'autres... Désolée, mais je vois pas d'autres explications. Oui. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... je veux dire, ce qu'on dit là, c'est pas révolutionnaire, peut-être, à part cette question des points qui est... Mais on sait ces choses-là. C'est très documenté. La question de la reproduction sociale, c'est très documenté. C'est pas nouveau. On sait ces choses-là, ils savent ces choses-là. Ces choses-là sont diffuses, connues. Et puis elles sont palpables au-delà des enquêtes. Je veux dire, on le sait, quoi. Oui, c'est un mythe. Mais moi, ce que je trouve un peu marquant, c'est qu'on adore mettre en avant des success stories de gens qui viennent de milieux très pauvres, mais qui malgré tout ont réussi et se sont sortis de ces difficultés en travaillant dur, grâce à leur travail. Et on adore valoriser ça. Alors qu'en fait, ce sont des exceptions, d'une part, et l'immense majorité n'est pas en capacité, ne serait-ce que matériel, de mettre ou matériel ou même émotionnel. Enfin, je veux dire, la précarité, ça a un coût aussi en termes de santé mentale, quoi. De mettre en place toutes ces choses-là. Enfin, je veux dire, c'est sans faire un burn-out. Je veux dire, donc c'est compliqué, ouais. La méritocratie, dans ce contexte-là, c'est un mythe. La méritocratie, si tout le monde avait exactement les mêmes conditions de vie et le même point de départ, les mêmes opportunités, le même bagage, peut-être, mais quand on part pas du même point, c'est faire la même course, mais avec des boulets accrochés aux pieds, quoi. Donc, c'est pas pareil. Donc là, c'est clair que tu montres, on part pas du même point de départ. Ah bah là, non. Non. Moi, j'ai plus de questions. Je crois que j'ai abordé tous les éléments que je voulais. Je sais pas si tu as d'autres trucs que tu voulais... Non. Qui te semblent importants et qu'on n'a pas abordé. Non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Bah alors, je te remercie beaucoup, Juliette. Avec plaisir. Un grand merci à toi. Clap.